Donc je suis Lise Desvallées, je suis titulaire d'une chaire junior qui est financée par E2S à l'université de Pau. L'objectif de ces chaires juniors, cela existe depuis 1 an, c'est permettre des recherches innovantes en leur donnant des moyens. En l'occurrence, les moyens, c'est 3 salaires, le mien, et puis celui de 2 doctorants qui travaillent sur le sujet avec moi, et un budget de fonctionnement qui nous permet d'être ambitieux. Je vais vous présenter donc 2 parties de cette présentation. Aura 2 parties. Une première où je vous parlerai du premier axe de recherche, qui est une étude empirique de la vulnérabilité énergétique. Et puis un second axe qui fera sans doute plus écho à ce qui vient d'être dit juste avant sur la politisation des consommations domestiques d'énergie. Alors, donc le titre de la table ronde, si je peux passer, c'est l'urgence. L'urgence cet hiver, c'est arriver à se chauffer et à se déplacer. Et donc c'est l'objet d'étude de cette chaire qui s'appelle donc, Dynamique des vulnérabilités énergétiques, c'est-à-dire à l'échelle des ménages, la vulnérabilité au risque de ne pas pouvoir payer l'énergie pour les services dont on a besoin, se déplacer, cuisiner, se chauffer, ou alors se priver des services rendus pour d'autres budgets, comme manger, inscrire ses enfants à l'école. Ouais. L'ambition de la chaire, donc, c'est d'aborder ce thème des vulnérabilités énergétiques en essayant d'articuler la consommation d'énergie dans le logement, qui est une approche classique de la vulnérabilité énergétique, et puis la mobilité. Et là, il y a vraiment un défi théorique et méthodologique à le mettre en œuvre. Parce qu'il y a une littérature très très importante sur la fuel poverty, dont vous avez sans doute tous déjà entendu parler, qui a été développée depuis les années 80 en théorie et en politique publique au Royaume-Uni, qui documente les conditions des ménages qui souffrent d'inconfort, qui ne peuvent pas payer leurs factures, qui se restreignent. Ça a essaimé à travers l'Europe, à travers des programmes de recherche, des politiques publiques, des politiques nationales européennes, et même en France, un observatoire national de la précarité énergétique, qui a rendu son dernier rapport la semaine dernière. Et donc cette littérature, elle s'accompagne de politiques publiques aux échelles nationales et européennes. Ce qu'on propose dans la chaire, donc, c'est de s'appuyer sur cette idée de pauvreté énergétique et puis plus récemment de développement conceptuel de vulnérabilité énergétique, en disant en fait on a les ménages qui sont en pauvreté, qui payent trop, qui ont froid, et puis on a les ménages qui sont en vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire qui sont en risque de tomber dans cette pauvreté si le prix de l'énergie augmente, ce qu'il est en train de faire maintenant. Ce qu'on propose ici dans la chaire, c'est d'articuler cette approche qui est très bien balisée. On a des indicateurs depuis longtemps qui disent c'est quoi la pauvreté énergétique, comment on la mesure, d'indicateurs subjectifs, objectifs. C'est comment on l'articule avec la vulnérabilité à ne plus pouvoir se déplacer. C'est-à-dire ajouter une approche des mobilités en fait. Et ça, c'est vraiment un défi conceptuel, parce que la pauvreté du déplacement est beaucoup moins travaillée, et puis c'est méthodologique, parce que la vulnérabilité énergétique dans le logement, on calcule un ratio de combien on dépense en chauffage et pour les autres besoins du logement avec les revenus. On a un pourcentage, si on paye plus de 10%, on est pauvre énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour les transports ? Là, il faut calculer l'essence, l'assurance, un ensemble de coûts de réparation des voitures, l'achat, le leasing. Bon, déjà, pour rentrer les coûts de la voiture, et puis il faut rentrer aussi est-ce qu'on rentre le pass Navigo ? Et puis ça pose aussi la question des seuils de confort. Parce qu'autant on peut définir un seuil de confort thermique, on peut débattre à 19 ou 21 degrés dans un logement, ou combien de litres d'eau, à combien de degrés on doit chauffer. Mais qu'est-ce que c'est qu'un seuil de déplacement ? C'est impossible à définir. On ne peut pas définir ça en kilomètres, parce que ça dépend d'où on habite, on ne peut pas définir ça en quantité d'essence dépensée. Donc ça pose tout un tas de questions méthodologiques qui est comment est-ce qu'on définit une vulnérabilité au transport. Bon, indice, il y a des éléments toujours de coût, et puis il y a des éléments subjectifs aussi. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Je vais vous montrer après comment. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de sobriété dans la chaire aussi, et pas seulement de vulnérabilité ? Parce que la chaire, elle veut positionner la vulnérabilité énergétique dans un spectre plus large de rapport à la consommation d'énergie, de configuration de consommation d'énergie des ménages. Et donc ça impose aussi de réfléchir à une plus longue durée que juste la vulnérabilité énergétique maintenant. Si tu peux passer. Ouais. L'idée, c'est que la vulnérabilité énergétique, elle est représentée, elle est théorisée par un certain nombre de rapports, dont celui-ci, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le rapport de Hills, qui est britannique,
et qui dit finalement la vulnérabilité énergétique elle est au croisement de revenus faibles, donc c'est en abscisse à gauche, et puis de dépenses croissantes. Alors là, l'ordonnée descend, c'est-à-dire plus on va vers le bas, plus on paye cher. Et donc un des indicateurs de vulnérabilité énergétique, c'est d'être pauvre et de dépenser beaucoup, parce que les logements sont mal isolés. C'est ce qu'on appelle le low income high cost. Vous avez déjà entendu parler de ça. Une autre forme de vulnérabilité énergétique, c'est les bas revenus et les dépenses faibles, parce que même si on dépense peu par rapport à ses revenus, on peut être pauvre parce qu'on a froid. Bon. Ça, c'est une partie de la chaire qui sera réfléchie par un doctorant qui travaille dessus depuis 1 an maintenant et qui est en train de faire une étude avec une approche pour l'instant donc c'est, je n'ai pas dit, mais je suis géographe et lui, sociologue, mais se forme à la géographie aussi. Lui, il fait une approche statistique. C'est-à-dire il essaye d'avoir une approche spatiale de l'efficacité énergétique des logements, des coûts de transport, avec des modèles d'imputation du coût de transport en fonction de là où est-ce qu'on habite. Voilà, ça c'est son travail. Moi, ce qui m'intéresse, ce sera de la case d'après, ce sera d'aller voir qu'est-ce qu'on... Alors, j'ai oublié de dire ce que c'était que c'est la diagonale en pointillé. C'est de part et d'autre des dépenses médianes pour les ordonnées, et puis pour les abscisses, c'est de part et d'autre des revenus médians. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on commence à s'intéresser, comme moi je vais le faire dans le cadre de la chaire, à ceux qui dépensent beaucoup et qui gagnent beaucoup. Et donc là, on aura tout un tas. Alors, je précise que ces recherches-là, ça va se fonder à la fois sur les travaux de statistiques spatiales, mais aussi d'une grande enquête qu'on va mener en décembre auprès de ménages néo-aquitains. C'est une enquête La Poste, ça s'appelle Nouveaux Voisins, qui propose d'envoyer des questionnaires. En l'occurrence, ce sera 10 000 personnes qui viennent d'emménager et à qui on va demander une série de questions sur leur mobilité, leurs coûts, etc. L'idée, c'est de saisir donc ces ménages précaires, mais aussi, dans mon cas, ces ménages qui dépensent beaucoup, mais aussi gagnent beaucoup. Et ça, c'est des indicateurs on va essayer de voir si on peut créer des indicateurs de surconsommation ou pas. Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que l'ensemble de la littérature démontre que plus on est riche, plus on dépense. Il y a une corrélation entre les déciles de revenus et les dépenses qui est extrêmement claire. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir ceux qui ne répondent pas à cette norme, c'est-à-dire ceux qui ne dépensent pas, pas une consommation croissante au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, mais au contraire, ceux qui ont des hauts revenus et de dépenses faibles. Et là, ça va nous permettre d'aller voir d'autres dynamiques qui sont des dynamiques de sobriété, sans doute, ou pas, et des dynamiques d'efficacité chez des ménages. Et est-ce que ces configurations-là sont liées à une efficacité énergétique plus grande de leur logement ou à des choix qu'eux-mêmes ont fait? Ça peut être des choix de ne pas prendre la voiture, ça peut être des choix de baisser le chauffage. Il y aura un élément du questionnaire qui sera quelle température chauffez votre logement et êtes-vous satisfait avec votre revenu. Donc si on recoupe quelqu'un qui n'a pas froid mais qui a 19 degrés mais qui trouve qu'il gagne suffisamment, et peut-être qu'on peut arriver à des profils qui nous vont être intéressants pour une deuxième phase qui va être de passer à des entretiens plus longs pour voir les motivations, les rapports à l'énergie, au logement, au transport, etc. Donc on aura à la fois des résultats quantitatifs qui vont nous permettre d'estimer des proportions dans un ensemble qui ne sera pas totalement représentatif, parce que ce sera les gens qui veulent bien répondre au questionnaire, qui veulent bien se farcir 4 pages, je l'ai ici, de questionnaires assez denses. Mais n'empêche qu'on aura une idée de proportion dans la population de différents profils de consommation d'énergie. Donc ça, c'est l'axe 1 de la recherche, c'est celui qui s'intéresse aux pratiques de consommation. Mais l'idée, et vos 2 présentations l'ont très bien montré, c'est que les choix individuels ne suffisent pas, et que même si on compte sur des innovations, des tendances de quelques ménages qui décident de consommer moins, ça ne fait pas une généralisation à l'ensemble de la société. C'est des exemples de gens qui s'imposent un poids, une contrainte très forte, et il y a pas mal de littérature aussi qui montre à quel point il s'agit d'un facteur de distinction sociale, et que la définition de la distinction sociale, c'est qu'elle ne se diffuse pas. Donc l'idée, c'est de replacer ces pratiques-là dans une réflexion plus générale sur la politisation des consommations d'énergie.
Et donc là, bon, je suis chercheuse en sciences humaines, moi je travaille avec des concepts, donc sobriété énergétique, je suis très perturbée, ça n'est pas un concept scientifique. Il y a très peu de littérature scientifique qui essaye de le travailler. Vous en avez donné des définitions différentes. On peut tous trouver des définitions. Scientifiquement, c'est très difficile. Et quand on essaye de regarder dans la littérature internationale, c'est français en fait. Energy, sobriety, il n'y a rien. Sufficiency, pas tellement. Frugality, à la rigueur. Enfin, c'est. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire c'est avant tout une proposition politique en fait. Et du coup, si on l'aborde comme une proposition politique, à ce moment-là, on peut regarder, il me semble, des grandes trajectoires de la pensée de la sobriété. Et dans ces trajectoires, c'est des travaux qui sont encore en cours, qui sont des comparaisons des scénarios donc de RTE, mais aussi de l'ADEME, qui sont ma participation au projet Arpège, auquel Christophe Bouneau participe aussi. Nous ne sommes pas très en avance dans notre contribution. Voilà. L'idée, c'est... on est très en retard. C'est de faire une réflexion prospective sur la recherche sur l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le CNRS qui fait ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et qui va se passer dans la recherche sur l'énergie? Donc, c'est les résultats de ces recherches-là qui me permettent de dire... Alors, c'est encore en cours, donc vous êtes tout à fait fondé à corriger, à amender, à apporter des choses. Mais il me semble qu'il y a et ça fait écho à ce que vous avez dit, qu'il y a une forme de politisation qui est dans la lignée des scénarios négawatts. Qui est de dire, ces deux formes en fait, elles se distinguent, il me semble, par la priorité qu'on donne à la sobriété. Et donc il y a des scénarios, une politisation par exemple dans les signes de ce que propose Négawatt avec son triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, qui distingue une sobriété dimensionnelle, ne pas surdimensionnée, d'usage, utilisée plus longtemps, conviviale, une meilleure organisation du territoire, des équipements. Et dans cette idée-là, il y a l'idée que la sobriété, c'est proche de la réduction du gaspillage, c'est proche d'une forme de rationalité budgétaire, c'est proche d'une forme de mise sur une augmentation de l'efficacité énergétique. Et donc c'est une forme de politisation qui est assez difficile à suivre en tant que chercheur, parce qu'en fait elle se mélange avec tout un tas d'autres objectifs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on suit la trajectoire de la sobriété par rapport à celle de l'efficacité, c'est pas très évident. Bon, elle a quand même, il me semble, une trajectoire dans la pensée publique. Moi, je vois par exemple, dans la lignée de ça, je vois par exemple le scénario de l'ADEME, qui est le scénario du local. Si tu peux... vous l'avez vu, c'est le scénario des coopérations territoriales. Ça, c'est l'idée de la convivialité, meilleure organisation du territoire. C'est aussi dans les travaux de Mathias Guérino et Julie Mayer, c'est leur proposition de sobriété symbiotique. Il y a cette idée-là de on fait du local, etc. Voilà, c'est une trajectoire de la sobriété. Il me semble qu'il y a une autre trajectoire. Donc tous ces voilà. Et cette trajectoire-là, on la retrouve assez bien dans la presse. Ça, c'est une analyse de presse depuis qu'il y a des articles sur sobriété énergétique. C'est Europresse. Et donc, c'est sobriété énergétique, entre guillemets. Les deux mots vont ensemble. Depuis, ça commence quand? Fin des années 90. Il y a un pic en 2014, pendant l'élection présidentielle. Et puis il y a un nouveau pic évidemment maintenant, avec, donc j'ai essayé d'analyser à quoi correspondent ces articles. Il y a beaucoup de suivi des politiques publiques, des stratégies énergétiques, il y a beaucoup de suivi des programmes lors des élections présidentielles, il y a beaucoup de suivi des PCAET, et il y a beaucoup de suivi de l'efficacité énergétique dans le sens logement. Il y a plein d'articles qui rapportent sur les écoquartiers, et donc, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que ça ne montre pas, c'est que la sobriété énergétique, de ces articles sont complètement absents les questions d'agriculture et les questions beaucoup d'industrie. Il y a très peu de choses dessus. Donc ça, c'est une version, une tendance de la sobriété énergétique. Oui. C'est quoi l'ordonnée? Comment? En ordonnée? C'est 400. Non, mais c'est le nombre d'articles. Nombre d'articles qui citent sobriété énergétique dans la base de données Europresse, dans les journaux français et francophones de la presse quotidienne, nationale et régionale. Donc ensuite, là, les catégories, je les ai fait avec un logiciel d'analyse lexicométrique qui permet d'identifier des catégories
d'articles qui se ressemblent. Et puis il me semble une deuxième trajectoire, là encore une fois vous pouvez me corriger si ça ne va pas, c'est une trajectoire qui est beaucoup plus radicale de la pensée de la sobriété au nom de la justice climatique intergénérationnelle. Et là, c'est des travaux, vous avez sans doute lu Luc Semal, en long, en large et en travers, beaucoup mieux que moi, qui a fait des travaux sur les transition towns et sur les choix collectifs qu'on s'impose. Et ce qu'il montre, c'est que la sobriété doit évidemment avoir une démission politique et qu'elle n'est pas deux choses. Plutôt que de dire ce qu'elle est, lui il dit ce qu'elle n'est pas. Il dit c'est pas une question individuelle ou privée qui repose sur des choix ou des convictions. C'est pas une vertu morale non plus. Parce qu'en fait, si on se limite à une vertu morale, il y a très peu de personnes dans une société qui sont capables de la mettre en œuvre. Et ça n'a pas non plus un sous-produit de la maîtrise de la demande d'énergie. Donc une solution technique, une nouvelle strate de solutions techniques. Et ce qu'il propose, lui, c'est une version qui est plus radicale, lui il appelle ça plus subversive, où il dit en fait il faut questionner les besoins qu'on pourrait légitimement voir satisfaits. Et quelles procédures décisionnelles on peut accompagner pour choisir qu'est-ce qui est nécessaire et superflu, qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tout ça, il dit il faut appeler une méthode collective qui permet de négocier la contrainte en fait, et de dire qui doit et qui ne doit pas consommer, qui a plus le droit de consommer ou pas que d'autres. Et donc ça, c'est un peu ce que tu disais juste avant sur finalement on peut se contraindre parce qu'on a négocié collectivement la contrainte. Un outil, c'est l'Institut Momentum, vous avez sans doute entendu parler, qui met en œuvre ce type de réflexion sur des sujets. Par exemple, comment on négocie la contrainte si il n'y a plus de plastique. Donc, ils invitent des dentistes à savoir comment est-ce qu'on peut faire des soins dentaires sans plastique. Enfin, ils invitent la police, ils invitent la préfecture de Paris, savoir comment on fait. Et il me semble que cette trajectoire-là, elle n'est pas évidemment limitée aux travaux de l'Institut Momentum, et que, si tu peux passer juste après, elle se traduit dans des scénarios de l'ADEME comme la génération frugale, qui est assez radicale en fait quand on le lit bien, et qui propose des choix de société, d'alimentation, d'habitat qui sont très forts en fait. Alors moi je fais ce test à mes étudiants, je leur propose de voter pour les scénarios. Enfin, je parle de ça, puis après je leur dis ce que vous souhaitez. Ouais. Mais en fait, je pensais que j'avais des Greta Thunberg, et pas du tout. Oui. Ça les terrorise, ce scénario de frugalité. Personne ne vote pour ça. Ah, personne. Alors je suis déçue. Pourquoi ? Et donc, ils choisissent comment ? Ils choisissent le scénario les autres. Les autres. Après, plus efficacité, plus collectivité locale, suivant à quel point j'ai bien expliqué le cours avant. Ou alors ils prennent le scénario absurde d'augmentation des consommations de tout. Et donc ce que ça dit en fait, c'est que toutes ces négociations, elles vont être contraintes. C'est-à-dire quand vous demandez, même à des étudiants qui ont 20 ans, qui doivent se projeter d'un avenir de ressources limitées, ils votent pas pour ça. Ça leur plaît pas. Et donc, il faut, à mon avis, s'intéresser à cet ensemble de contraintes et à cet ensemble de conflits qu'il peut y avoir, parce que dans la chaire, on travaille aussi beaucoup sur l'acceptabilité des énergies renouvelables. Donc, on a toute cette approche des conflits sociaux, en fait, de comment est-ce qu'on négocie les conflits, comment est-ce qu'on les comprend, etc. Et tout ça, je vais essayer de l'aborder parce qu'on est en train de monter un projet avec la chaire d'intelligence artificielle, de social computing. Ce sont des mathématiciens qui font du big data, qui permettent avec des techniques qui permettent de suivre des indicateurs de ce qu'ils appellent la fenêtre d'Overton. C'est qu'est-ce qui est une acception radicale et qu'est-ce qui ne l'est pas dans le discours public. Et du coup, le programme qu'on est en train de monter, qui j'espère va financer en partie les résultats vont être en janvier, ça va être de suivre dans les réseaux sociaux des positions extrêmement conflictuelles. Et donc, hashtag rationnement, c'est dingue. Ah oui. J'ai tapé hashtag rationnement, mais les clivages qu'il y a autour de ces notions-là sont très fortes. On a tout en fait autour de rationnement. C'est-à-dire qu'on a à la fois des décroissants et des mouvements extrêmement critiques du rationnement qui imputent toutes les fautes de la société à des porteurs de ces projets-là. Voilà, et donc ça c'est le projet futur. Donc si la conclusion c'est donc la recherche en cours SHS et pluridisciplinaire, c'est les deux axes de recherche, la consommation et leur politisation, et puis avec la sobriété,
ces fils conducteurs en même temps que la vulnérabilité énergétique. Merci beaucoup.